120 ans passés à transporter les Parisiens. 120 ans d'histoire, riche de secrets et de petits détails insoupçonnés. Aujourd'hui, je vous emmène à Paris découvrir quelques anecdotes sur le métro de la capitale. Commence sa couronne avec un incendie tragique mais qui a changé beaucoup de choses pour le métro. En 1903, un court-circuit provoque un incendie qui se déclare à plusieurs reprises à bord d'une rame qui s'arrête finalement à Ménilmontant. Les rames sont alors en bois, donc le feu se propage vite. Les passagers de la rame sont évacués, mais ceux de la rame suivante, alors à Couronne, opposent de la résistance, espérant une reprise du trafic et le remboursement de leurs tickets. Cependant, l'incendie provoque une coupure de courant générale et les passagers qui tentent de fuir la fumée qui envahit le tunnel et la station se ruent alors à l'opposé de la sortie. 84 personnes périssent dans l'incendie, asphyxiées par la fumée. La CMP prit rapidement des mesures pour éviter une nouvelle catastrophe. Tout d'abord, les sorties furent signalées par des blocs lumineux et l'aménagement des stations fut revu pour faciliter l'évacuation. Ensuite, les circuits électriques furent revus pour éviter une coupure générale en cas de court-circuit. Également, les nouvelles rames ne seraient plus en bois, mais progressivement en métal et sans les matériaux inflammables présents sur les premières rames. Puis toujours sur la ligne 2, cette fois-ci à Porte Dauphine, et ce que vous voyez derrière moi, c'est le carrelage original du métro parisien. Ou plutôt le carrelage expérimental du métro avant la généralisation du carreau biseauté, plus lumineux que ces carreaux couleur crème qui renvoient une lumière plus terne. La station Porte Dauphine est la seule à avoir conservé ces carreaux de 1900. En fait, Porte Dauphine est la station qui a gardé le plus son aspect originel, avec son édicule Guimard, et surtout sa boucle de retournement avec une courbe très serrée et deux demi-stations. Parlant de terminus et de boucles de retournement, la station Boulogne-Pont-Saint-Cloud a également une particularité. À cause de sa proximité avec la Seine, la station n'a pas de voie d'arrière-gare pour le retournement des rames. Celles-ci arrivent et repartent donc du même quai. On reste sur la ligne 10 avec quelque chose que vous avez sûrement remarqué, pour plus de clarté dans les rames, les tunnels sont peints en blanc, et c'est la seule ligne à avoir cette particularité. Retour sur la ligne 2. Ici, comme toutes les stations de la ligne, les murs sont en moitié vitrés et seuls les quais sont couverts. Alors que sur la ligne 6, les voies sont couvertes et les murs sont en briques. L'explication vient du fait que les stations aériennes de la 6 sont plus récentes que celles de la ligne 2. L'architecture des stations a donc évolué pour permettre une plus grande protection contre les intempéries et la pose de panneaux publicitaires grâce aux murs de briques. Et on finit sur la ligne 2 avec la station Victor Hugo qui a la particularité d'avoir été déplacée d'une dizaine de mètres en 1931. C'est l'allongement des voitures dans les années 30 qui rendait dangereux l'espace entre les rames et le quai à cause de la forte courbure de la station. Et on peut même voir l'ancienne station de l'extrémité du quai. Autre station ayant changé de disposition, c'est Gambetta. Avec l'allongement de la ligne 3 et la création de la ligne 3 bis en 1971, il a fallu créer une nouvelle station. Comme la station Martin-Lado était située à moins de 200 mètres de la station Gambetta utilisée par la 3 bis, il fut décidé d'étendre cette station pour créer la correspondance entre les deux lignes. Le nom Martin-Lado disparaît alors des plans de métro, remplacé par Gambetta. En parlant de la ligne 3 bis, ces rames ont une petite particularité. Comme la ligne est très peu fréquentée, ces 6 rames ne sont composées que de 3 voitures et ne comportent pas de strapontin. Au fait, ça s'appelle un thermomètre de ligne. On revient sur la ligne 3 avec une petite particularité architecturale. Comme vous pouvez le voir, la voûte du tunnel de la station Villiers est beaucoup plus haute qu'habituellement. L'explication est due au prolongement de la ligne jusqu'à Pereire en 1910. Il a alors fallu passer en dessous des voies de la ligne 2 alors que les lignes avaient été construites jusqu'ici au même niveau. Les voies ont donc été enfoncées de quelques mètres mais pas le plafond de cette station, créant cette hauteur inhabituelle. Là, je suis à la Défense et vous allez être surpris de ce qu'on peut trouver dans le sous-sol. Le prolongement de la ligne 1 vers la Défense est envisagé dès 1937 avec une traversée sous la Seine, mais le projet est mis en pause en attendant le développement du quartier. Lors de la construction de l'esplanade dans les années 70, l'EPAD fait réserver 2 places pour les futures stations. Mais lorsque le projet de prolongement de la ligne 1 refait surface, le sous-sol est encombré par l'autoroute et le RER A. Une traversée de la Seine par le pont de Neuilly est préférée car moins chère. Donc 2 stations ont été construites, une sous le quartier Michelet vers la station Esplanade de la Défense et une sous les 4 temps. Là je suis dans le parking des 4 temps et sous nos pieds se situe la réserve pour la station Élysée-La Défense. Et la place réservée pour la deuxième station, la Défense Michelet, se situe par ici. D'ailleurs, on parle actuellement de réutiliser l'espace sous les 4 temps pour la future station de la ligne 15 du Grand Paris Express. Cluny-la-Sorbonne est également une ancienne station fantôme. En effet, elle a été fermée en 1939 car trop proche de ses voisines, mais rouverte en 1988 pour assurer la correspondance avec les RER B et C qui venaient juste de s'ouvrir. C'est également la seule station à comporter 3 voies et celle du milieu est le début du raccordement à la ligne 4. Preuve que Cluny-la-Sorbonne est très proche de ses voisines, l'interstation Cluny-la-Sorbonne-Odéon est la plus courte du réseau. Et la plus longue interstation, on la trouve bien sûr sur la ligne 14 entre Gare de Lyon et Châtelet.
En fait, la ligne 14 a été conçue davantage comme un RER que comme un métro. Elle longe d'ailleurs le RER A entre Gare de Lyon et Châtelet. Et on le voit aussi à la longueur de ses interstations moyennes, plus d'1 km contre 500 mètres en moyenne sur les lignes de métro classiques. Là, je suis à Bosse et sa particularité, c'est que c'est la station la plus profonde du métro. En effet, elle est 36 mètres en dessous de la chaussée. C'est d'ailleurs une des premières stations à avoir été équipée d'ascenseurs. On peut aussi emprunter un escalier en colimaçon, décoré sur le thème de Montmartre. Quant à la station la moins fréquentée du réseau, elle ne se situe ni sur la ligne 3 bis ni sur la 7 bis, mais bien sur la ligne 10. En fait, c'est sa disposition qui la rend particulièrement peu attractive. C'est une demi-station sur la branche en direction de Boulogne, qui permet l'accès à seulement 4 stations en direction de la banlieue de Paris. La station Mirabeau, située à 200 mètres seulement, permet, elle, d'accéder au centre de Paris. D'ailleurs, la fréquentation des stations RATP ne prend en compte que les entrants dans la station, mais Église-Auteuil est assez fréquentée par les usagers sortants et sur ce point plus que Mirabeau. Et quant à la station la plus fréquentée du réseau, c'est ni Châtelet ni Saint-Lazare, mais bien la gare du Nord. En même temps, la gare du Nord est la première gare d'Europe de par sa fréquentation. Elle concentre 3 lignes de métro, 2 lignes de RER et de Transilien, les Eurostars, les Thalys, les TGV Intercités et TER vers le nord de la France et 14 lignes de bus. Bref, un grand pôle multimodal. Et c'est ici qu'on se quitte, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si l'histoire du métro vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un œil sur ma série de vidéos sur le sujet. Et si vous avez d'autres anecdotes sur le métro que je n'ai pas mentionnées ici, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.